Bonjour Delphine, Bonjour Priscille. je suis ravie de te retrouver et je suis ravie de te présenter à mes auditeurs puisque je renoue avec une nouvelle interview pour ce nouvel épisode de Productiview. Donc, je reçois Delphine Falcoz, avec laquelle j'ai eu l'occasion déjà de travailler un petit peu dans ma vie professionnelle il y a quelque temps, et puis on se côtoie via Zoom régulièrement ces derniers temps. Delphine va nous parler d'un sujet extrêmement intéressant et que je voulais absolument partager avec vous parce que je trouve que ça a un vrai impact sur la société. C'est les formations qu'elle fait pour les écoles primaires, donc des petits écoliers des écoles primaires, en gestion de projet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Delphine se présenter, nous dire un petit peu qui elle est. Vas-y Delphine, c'est à toi. Merci. Donc, je suis Delphine Falcoz, consultante en gestion de projet et en supply chain. Donc, j'accompagne les chefs de projet, les managers à performer et à faire également performer leurs équipes. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 15 ans et je suis ravie maintenant d'être dans une entrepreneur en conseil et en formation auprès des entreprises. Très bien. Et par rapport à la gestion de projet, alors que tu as tout un contexte. Tout à fait. Donc, je suis certifiée du PMI, c'est le Project Management Institute, un organisme international. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai deux casquettes. Une casquette en tant que membre du PMI, donc Nouvelle-Aquitaine, où on organise donc des conférences et des événements pour nos adhérents. Mais également, j'ai une deuxième casquette qui t'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, celle d'être membre du PMIEF, qui est une autre branche du PMI, qui est plus à destination donc de l'éducation des plus jeunes. Et c'est justement via cette organisation-là que j'interviens auprès des écoles primaires, particulièrement dans les classes de CE1, CE2 jusqu'en CM2. D'accord. Alors, raconte-nous un peu comment l'origine de cette belle idée, et puis ensuite, comment ça se passe. D'accord. Alors, l'idée déjà générale pour le PMI, ça a été créé en 2006 à peu près en Italie. Donc, c'est le président de la branche italienne qui a eu l'idée de travailler plus particulièrement avec les écoles primaires, car il était convaincu qu'il y avait des compétences intéressantes à développer avec les écoles pour les plus jeunes. Et en effet, il s'est rapproché des écoles et ils ont développé donc tout un kit qui a été ensuite repris en France quelques années plus tard et traduit. Et donc, qui est maintenant mis à disposition des volontaires qui souhaitent intervenir dans les écoles primaires. D'accord. Donc, ce kit, en fait, il m'a intéressée et donc je me suis rapprochée des acteurs qui s'en occupaient en France et j'ai en même temps approché aussi des écoles pour mettre tout ça en œuvre. Donc l'année dernière, j'ai pu commencer, alors l'année dernière, année scolaire, donc 2019-2020, j'ai pu commencer déjà avec une école, mais 3 classes que j'ai accompagnées sur 3 projets différents. D'accord. Et alors, le but de ces formations, quand tu vas présenter ça aux écoles ou à, je ne sais pas si c'est l'inspection académique ou quoi qui intervient dans ce cadre-là, c'est quoi le but derrière ça? Alors, il y a tout un travail qui a été fait en amont à l'échelle nationale par la branche. Moi, j'interviens directement auprès des écoles pour Poitiers, là où je suis localisée. Donc, l'idée que j'ai mis en avant, c'est vraiment un travail collaboratif entre
l'instituteur ou l'institutrice, les élèves et moi-même. Donc, la première étape, c'est d'approcher, bien évidemment, le professeur des écoles qui a un projet avec ses élèves, avec sa classe, et de lui expliquer comment ce kit pourrait l'aider à développer de nouvelles compétences avec sa classe. Alors, les compétences qui sont mises en avant, ce sont les 4 C, qui sont la créativité. Donc, on va vraiment mettre l'enfant au cœur du projet. C'est lui qui va être force de proposition, qui va émettre des idées. Donc, on en parlera certainement après. On va développer des méthodes de brainstorming, alors qu'on le représente avec d'autres noms, hein, bien sûr, mais on va pouvoir y revenir. Le deuxième point, le deuxième C, c'est l'analyse critique. Donc, qui est un élément aussi important de développement pour ces jeunes enfants. Le troisième qui est inhérent à la gestion de projet, c'est la coopération. On ne fait pas de projet sans collaborer les uns avec les autres. Et le dernier aspect, la communication, puisqu'elle est au cœur de tout projet. Donc vraiment, l'idée, c'est de mettre en œuvre les compétences de la gestion de projet, de toute personne qui intervienne dans des projets, et de les faire appréhender et acquérir progressivement par les élèves. Alors, moi, personnellement, j'ai fait le choix de leur donner les mots professionnels, on va dire, au fur et à mesure. Mais évidemment, on l'approche par le jeu, par des moyens pédagogiques qui sont complètement accessibles à ces enfants. Il n'est pas du tout question de les projeter dans un monde d'adultes qui ne leur correspond pas, hein. Le but, c'est vraiment qu'ils se fassent plaisir et qu'ils acquièrent ces compétences via un projet très concret. Le but, c'est vraiment que chaque classe ait un projet. Ok, on ne va pas leur parler de kick-off meeting, tu as parlé de brainstorming tout à l'heure, mais on va y aller doucement. Hein, ils ont le temps quand même d'être jetés dans le grand bain des entreprises. Oui, tout à fait. Même si c'est très amusant parce qu'avec une des classes, je leur ai demandé comment ils voulaient appeler leur projet et ils m'ont donné un acronyme justement. Et généralement, c'est la spécialité des adultes dans l'entreprise de donner des noms de projets avec des acronymes. Et j'ai vraiment été très surprise qu'ils choisissent et me proposent spontanément cet acronyme. Donc, voilà. Pourquoi pas. Ça commence très tôt, visiblement. Oh oui. Alors, tu peux nous donner un ou plusieurs exemples de ces projets que tu as pu mener avec tes petits écoliers? Bien sûr. Alors, du coup, j'ai pu mener 3 projets différents et qui sont justement représentatifs de toute la diversification qu'on peut avoir au niveau des projets dans les écoles. Donc, il y a un premier projet, là, c'était avec les plus grands, CM1, CM2. On était sur le journal de l'école. Donc, le journal qui est publié trimestriellement, fait par les élèves, à destination des élèves, une petite feuille avec quelques articles. Un deuxième projet que j'ai eu, c'était une classe verte. Donc, préparation, planification de toutes les étapes pour réaliser la classe verte. Et troisième projet, c'était le projet était sur le thème de l'école écologique. Donc là, on a fait carrément un brainstorming pour leur dire voilà le thème. Maintenant, que voulez-vous faire comme projet? Et donc, il y a eu 2 groupes parce que ils avaient 2 idées qui étaient complètement valables et puis c'était l'occasion de travailler en plus petits groupes aussi. Donc, un a proposé de faire un épisode, alors l'émission qui leur plaît beaucoup à cet âge-là, c'est pas sorcier, hein, je me permets de la citer. Voilà, donc ils ont fait leur C'est pas sorcier de l'école écologique à l'école. Et le deuxième, on préférait prendre tous les matériels qui étaient en fin de vie dans l'école. Donc, ils ont fait une grande collecte pour fabriquer en fait des objets et faire une exposition d'objets recyclés, mais avec uniquement du matériel venant de l'école, donc des tubes de colle, des stylos, des règles cassées, toutes ces choses-là. Voilà, donc tu vois des projets très différents qui peuvent venir ou non des enfants, puisque la classe verte venait de l'institutrice, mais les autres, les plus grands, les CM1, CM2, ont même imaginé leur projet. Et donc, quand tu interviens là sur leur petit projet,
Ça se passe en plusieurs séances, ça dure combien de temps? Alors, la façon dont moi je l'ai abordé cette année, donc la première séance, c'était déjà de travailler avec les professeurs, les institutrices et instituteurs eux-mêmes pour bien leur expliquer, ben voilà, le kit, je vous présente le kit, je vous présente les basiques les fondamentaux de la gestion de projet, parce que c'est pas forcément des éléments avec lesquels ils sont, comment dire, familiarisés. Familier. Ça, ça Ouais. confirme. J'ai quelques souvenirs. Bref, on Donc, va passer le sujet. donc là, l'idée, c'est vraiment de leur présenter, voilà, je dirais de les former, mais bon, c'est une courte formation hein, à la planification, différentes étapes qu'on va aborder et leur donner les outils nécessaires pour mener ces étapes-là avec leur classe. Donc, moi, j'ai pris une bonne heure et demie déjà avec eux pour aborder tous ces points-là. Puis, encore une autre séance où on a vraiment projeté, en fait, toute la théorie et les outils que j'avais présentés à leur cas spécifique, puisque comme j'avais 3 enseignants dans la même école, voilà, j'avais regroupé la première étape. Et une fois qu'on a travaillé individuellement avec chacun, ils m'ont demandé pour les premières séances de venir dans la classe. Ça, c'est optionnel, c'est voilà, en fonction de chacun. Et donc, on a présenté les outils et la méthode aux enfants. Donc, la première étape consiste à, alors, déjà, définir la charte projet. Alors, qu'on a appelée carte d'identité avec les enfants, la carte d'identité du projet. Donc, alors ça les fait beaucoup rire, le QQO-QCP du projet. J'imagine. Le quoi, le quand, le qui, le où, enfin bon, voilà, tu connais ces lettres-là. Pour eux, c'était une grande découverte déjà, une première découverte, de définir ce qui fait partie du projet et ce qui n'en fait pas partie. Et voilà. Ensuite, la deuxième étape, alors, en plusieurs séances, il faut y aller en petite dose parce que ça reste des enfants avec des temps d'attention assez restreints, assez courts, on va dire. Du coup, la deuxième étape, c'était un brainstorming. Donc, j'aurais donné des post-it et chacun devait écrire tout ce qu'il imaginait qu'on aurait à faire sur le projet pour mener à bien le projet. Alors, sans contrainte, voilà, ils avaient leur post-it et ils écrivaient les idées. C'est aussi pour ça que le kit est recommandé à partir du CE1, CE2, parce qu'il faut qu'ils puissent savoir écrire et s'exprimer. Ou alors, avec des plus petites classes, il faudrait qu'ils le disent à l'oral, qu'on écrive, ça serait peut-être moins pratique pour eux puisqu'ils ne pourraient pas forcément relire le matériel. Donc là, ils nous ont écrit plein d'idées. Donc, il y avait certains post-it qui revenaient plusieurs fois, d'autres qui étaient complémentaires. Donc, on a positionné tout ça sur le tableau et regroupé par thème. Et ensuite, la troisième étape, c'est le planning lui-même. Donc là, il faut positionner ça dans le temps. Donc, on fait des grandes feuilles blanches avec les mois. On est à l'échelle du mois. Et ils positionnent les post-it sur chaque mois. Alors là, c'était des grands moments de fou rire parce qu'ils voulaient tout faire sur octobre. Plein de bonne volonté et tout. Et il fallait leur expliquer que nous, on avait le temps, que le projet allait durer jusqu'à la fin de l'année et qu'il fallait positionner ça dans le temps. Donc là, les aspects de chronologie, d'enchaînement des tâches, renoncer à tout faire tout de suite, accepter que certaines activités seraient faites plus tard. Donc, il y a plein de choses qui passent avec eux et plein de questionnements qui se passent dans leur tête. Voilà. Et sur un projet notamment, qui était le projet de classe verte, on a fait des sous-groupes parce que la classe entière, ça fait une grosse équipe projet quand même. Donc, chacun avait un thème. Donc, en plus, on avait fait des post-it de différentes couleurs. Donc, il fallait répartir que chaque équipe ait un peu du travail tout au long des mois, quoi. Voilà. Et après, 2 des instituts me demandaient de revenir une fois par mois pour qu'on colle les petites gommettes sur chaque activité au fur et à mesure de l'avancement. Donc, on faisait un petit point d'avancement. Projet, en fait. Voilà, revue projet classique. Le projet, l'action, pardon, est achevée, gommette verte.
l'action est en retard, gommette rouge, et action commencer à finir urgemment, gommette jaune. Voilà. Enfin bon, après on avait défini des codes avec les enfants, et c'était intéressant pour eux de voir le travail déjà réalisé, le travail qui était à replanifier aussi. Et voilà, donc, et beaucoup de collaboration, puisqu'après, je restais souvent un petit moment pour finir les actions avec eux, les travailler avec eux. D'accord. Et à la fin du projet, retour d'expérience pour finir la boucle de gestion de projet. Classique. Voilà. Et donc, pour les tâches et tout ça, j'imagine que tu n'as pas utilisé Microsoft Project, vous avez fait plus basique. C'était donc toujours tes paperboards sur lesquels il y avait des petits post-it d'inscrits, un peu comme une méthode agile avec les post-it. En fait, on réserve vraiment un espace dans la classe. Donc, ça aussi, c'est une contrainte pour l'enseignant. Il faut un espace dans la classe pour coller les papiers, enfin les grands calendriers, en fait, avec les post-it. Il faut que ce soit visuel, hein. Comme tu dis, méthode agile, et très, très visuel pour les enfants. D'où les gommettes, d'où tout ça. Et il faut qu'ils puissent s'y référer, qu'ils puissent le visualiser. Donc, voilà, du papier, des post-it. Ok. Et alors, le retour, justement, de ces enfants par rapport à ces méthodes que tu leur as appris? Alors, une grande satisfaction. Ils sont vraiment très, très heureux d'avoir fait ça. Alors, il y a une grande frustration pour la classe verte, puisque avec le Covid, évidemment, le projet n'a pas pu se faire. Donc, voilà, une petite frustration. Mais sinon, globalement, ils sont contents parce qu'ils sont contents de participer. Ils sont contents d'être responsabilisés. Tu vois, ils devaient faire des affiches, ils devaient faire des courriers, tout. Donc, ils ont appris plein de choses qu'ils mettent eux-mêmes en avant. Hein. On a appris à faire des lettres, on a appris alors avec leurs mots, hein, bien sûr, mais à organiser les tâches les unes après les autres. Il y a un retour d'expérience qui était amusant aussi sur un des projets, c'était qu'à un moment, ça n'avançait plus trop. Et en fait, ils m'ont simplement dit non, mais on est mal organisé, tu vois. Un esprit critique aussi sur leur organisation. On répartit les rôles différemment et on est reparti. Donc, voilà, une forte implication. Ils le vivent par eux-mêmes. C'est vraiment un apprentissage par l'expérience, comme beaucoup d'apprentissage à l'école. Hein, mais voilà, là, c'est la gestion de projet qui s'invite à l'école, donc c'est un petit peu différent. Et ils sont ravis vraiment de participer à tout ça et de jouer aux équipes projets, voilà, comme les grands. Et ils ont, il y a des possibilités pour que dans les années suivantes, ils puissent quand même utiliser ça avec d'autres professeurs, ou ça a été vraiment une expérience unique dans leur parcours, ou comment est-ce qu'ils vont pouvoir emmener ça? Parce que moi, je vois tout le bénéfice de leur apprendre assez tôt, au moins les bases, parce que j'ai des souvenirs quand on était à l'école, quand il fallait faire des projets, des exposés, des trucs comme ça, où il y avait certaines équipes où ça se passait bien, et puis dans d'autres où c'était le calvaire, parce que voilà, la base, on nous l'apprend pas forcément. Alors, je ne sais pas maintenant à l'école si on donne quelques petites techniques aux collégiens ou autres pour savoir un peu comment s'organiser. Mais moi, je me souviens de moments assez pénibles. Et l'intérêt de tout ça, voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir l'emmener? Est-ce que les professeurs vont être là quand même pour continuer à les accompagner sur une méthode similaire? Alors, nous, on est toute une équipe de volontaires qui continuons d'agir donc avec les écoles primaires, mais aussi avec les collèges. Il y a un autre kit, alors qui est un petit peu moins qui est un peu plus évolué, on va dire, qui va un petit peu plus loin pour travailler avec les collégiens, puisque là, on a un peu plus de maturité et on peut aller plus loin aussi dans les notions. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller au-devant du maximum d'écoles. Après, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de notions de projet à l'école. Après, est-ce qu'il y a une formation des enseignants? Ça, je ne suis pas au courant. Je pense qu'il y a encore des choses à faire dans ces domaines-là. J'ai aussi réalisé une petite vidéo que j'ai laissée aux enfants que j'ai accompagnés pour qu'ils puissent se souvenir aussi de ce qu'on a fait, des étapes qu'on a vues.
parce que généralement, la vidéo est un bon support aussi pour les plus jeunes. Voilà. Et les enseignants avec lesquels j'ai travaillé sont plutôt partants pour réitérer. Donc, je me dis que voilà, petit à petit, il y a sûrement moyen d'accompagner plusieurs classes sur ces aspects-là. D'accord. Non, mais je trouve que l'expérience est vraiment géniale. Et c'est vrai, quand j'ai vu passer ça dans ton profil LinkedIn il y a quelques mois, je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose à faire parce que je trouve ça non, mais très bien de commencer le plus jeune possible. Et encore une fois, avec les mots qui vont bien, la technique, on n'est pas là pour en faire des chefs de projet au bout de 6 mois, on est bien d'accord. Mais ça facilite tellement la vie quand on arrive à avoir un peu l'esprit qui nous fait penser au moins les étapes auxquelles penser dans sa vie de tous les jours, parce que franchement, la gestion de projet, sans s'en rendre compte, on en fait tous et tout le temps, avec plus ou moins de bonheur en fonction de son esprit de base. Mais c'est vrai que c'est super important. Et dans le même esprit, j'avais parlé dans un podcast il y a quelque temps, il y a plus d'1 an, sur la méthode GTD, donc moi j'utilise beaucoup en termes d'organisation, où David Allen et ses équipes aussi aux États-Unis font des formations, alors bien évidemment très light pour les écoliers, et ça commence depuis la maternelle, donc là jusqu'à par contre le collège ou après, même le lycée et les études supérieures. Ils ont même fait un livre très light sur la méthode de GTD pour permettre aux enfants de s'organiser eux-mêmes sur leur travail scolaire, gérer leurs activités. Et je trouve que d'emmener ce genre d'activités et de techniques assez tôt dans la vie des enfants, ça peut que les aider, quoi, puisqu'on en voit combien qui sont en échec quand il faut faire un mémoire, un rapport de stage, ou parce qu'ils sont complètement saturés, et parfois on ne se rend pas compte que au niveau aussi des enfants, il y a beaucoup à faire et que 2-3 petites techniques, ça ne mange pas de pain. C'est vrai, oui, tu as tout à fait raison. Après, je pense aussi que le fait qu'on soit des volontaires qui interviennent dans les écoles, je pense que ça marque aussi un petit peu plus les enfants parce que quand c'est aussi une personne extérieure qui intervient et qui vient expliquer quelque chose, et en plus en disant c'est mon métier, quoi. Quelque part, il y a encore une autre approche qui fait que ça marque les enfants, et je pense qu'il leur restera aussi des choses suite à ces interventions. D'accord. Également. Tu nous as parlé tout à l'heure d'une petite vidéo. Est-ce que c'est une vidéo qui est réservée aux écoles que tu as déjà visitées, ou est-ce qu'on pourrait la voir aussi, nous? Aucun souci. J'en ai fait cadeau au PMI justement pour pouvoir l'utiliser auprès de toutes les écoles. Elle est sur YouTube. Je te donnerai le lien avec grand plaisir. C'est très gentil. Oui. Et puis, si on a dans les auditeurs, je sais qu'il y en a des personnes qui sont à l'Éducation nationale et qui sont intéressées pour avoir cette formation, est-ce que tu pourras aussi nous donner des coordonnées de où est-ce qu'ils doivent se renseigner pour avoir quelqu'un qui intervient chez eux? Bien sûr, bien sûr. En fait, donc il y a Christian-Jacques Bonetto qui est le pilote de tout ça au niveau de la France, mais très régulièrement, en fait, on a un petit groupe un peu cœur, on va dire, de ce déploiement dont je fais partie, et moi, les personnes peuvent revenir vers moi. Il m'arrive très souvent d'expliquer plus en détail l'utilisation du kit et puis la mise en pratique de tout ça. Très bien. Mais écoute, c'est vraiment une initiative que j'espère va se déployer. Alors, j'avais l'impression, en t'écoutant, peut-être que je me trompe, que c'était un peu pilote sur la région de Poitiers, mais il y a déjà d'autres régions en France qui font la même chose? Alors, à la base, depuis très longtemps, ça existe sur Sophia Antipolis. D'accord. Donc, voilà, de l'Italie, c'est Sophia qui a récupéré le projet, l'initiative. Sur Poitiers, moi, c'était à mon initiative, clairement, parce que j'en avais entendu parler via le PMI, et donc je me suis manifestée. Il y en a à Paris. Et l'idée, en fait, c'est que tous les volontaires puissent intervenir sur toute la France. Il n'y a aucune restriction. Le kit existe, les outils de communication aussi. C'est la petite plaquette de présentation pour aller voir les écoles existe. Et il y a plein d'établissements, en fait. Il y a donc les écoles classiques, mais il y a aussi des écoles Montessori qui peuvent être intéressées. Il y a d'autres types de formations aussi qui sont intéressées. Donc, que ce soit les volontaires ou que ce soit les écoles, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous
voilà, nous en parler parce que ça nous tient vraiment à cœur d'aller, j'allais dire former, mais c'est pas, enfin, c'est oui, former, accompagner du moins Ouais. le maximum de jeunes sur les techniques de la gestion de projet. Parce que comme tu le mettais en avant, c'est vraiment des techniques pour la vie, quoi. Personnelle et étudiante et professionnelle par la suite, donc important. Très important, très important. Et moi, j'en parle beaucoup. Alors, je ne parle pas de gestion de projet spécialement dans mon podcast ou dans mon blog, mais on parle régulièrement de la planification, qui est quand même un peu un pilier de la gestion de projet. Parce qu'effectivement, à notre niveau, en tant qu'individuel, on ne se rend pas forcément compte qu'on gère des petits projets en permanence, sans être dans une équipe projet, on fait tout. Et donc, c'est voilà, la gestion de projet, la définition des tâches, la façon dont elles s'organisent l'une après l'autre ou avant l'autre, etc. Enfin, c'est ce qu'on fait aussi tous les jours quand on doit prioriser son travail, quand on doit définir ce qu'on doit faire après, etc., etc. D'ailleurs, à l'issue de la formation des enseignants, la toute première session que j'ai faite, une des enseignantes est venue me voir et me dit, mais même au-delà de tout ce qu'on va faire avec les enfants et tout, ça nous serait super utile même à nous pour nous organiser dans notre travail et planifier notre programme de l'année et tout ça. Et elle y voyait un intérêt certain, comme quoi, enfin voilà, la gestion de projet n'a pas de limite, elle s'applique vraiment à tous les domaines sans hésiter. Ça, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup Delphine de cet entretien, c'est vraiment extrêmement enrichissant et je pense que tous les auditeurs sont tout oui et que tu vas avoir ta boîte mail, elle va exploser. Avec grand plaisir. Delphine, on va clôturer cet entretien par mes 3 petites questions habituelles. Donc, je voudrais connaître quel est ton livre de chevet ou quelque chose que tu relis souvent et qui t'a marqué ou bien quelque chose que tu as lu récemment et que tu veux faire partager. Alors, moi, mon livre coup de cœur de ces derniers temps, c'est Le bonheur est dans le réseau de Jean-Christian Rivet, qui est un ouvrage donc à lire et relire et surtout à noter. En fait, c'est pas forcément un livre qu'on lit, c'est plus une méthode sur le réseau. Et en fait, le réseau est hyper important pour moi. Alors, ça vient certainement aussi de la gestion de projet parce que, on l'a dit, un projet, ça se fait avec les autres, en collaboration avec les autres et voilà, donc c'est en tous les cas dans ma nature. Et je suis tellement persuadée de l'importance du réseau que je trouve intéressant d'aller encore plus loin dans la compréhension des fonctionnements du réseau et tout ça. Donc, c'est mon livre du moment. D'accord. Et je note, je vous informe en plus que Delphine est intervenue dans un webinaire il n'y a pas très très longtemps justement sur comment développer son réseau à l'international. N'est-ce pas Delphine? C'est vrai. C'est très très bien. Oui. Très très bien. Merci. Alors ensuite, un truc d'organisation que tu utilises, elle va me sortir la gestion de projet. Non. Pas très loin. En fait, c'est la planification parce que vraiment, c'est très obsessionnel dans ma vie et en fait, je m'en rends pas compte, mais parce que c'est relativement naturel pour moi, mais je planifie tout. Et comme je veux faire énormément de choses et que je suis prête à renoncer à pas grand-chose, en fait, je m'organise. Et je m'organise énormément et j'ai des plannings de partout. Tu vois, j'ai alors dans ma vie personnelle mes plannings de repas, de lessive pour la semaine. Au travail, j'ai des plannings de partout. La gestion de projet, mais la supply chain, c'est pareil, le management, tous ces aspects-là. Parce que en fait, je me suis rendu compte que plus tu planifies, plus tu peux faire de choses en fait. Parce que tu libères du temps, en fait, tu libères ton esprit aussi. Tu sais ce que tu as à faire, ça s'enchaîne naturellement. S'il y a des aléas, tu peux les gérer facilement parce que justement, un bon planning n'est pas non plus un planning saturé à 200%. Je me souviens d'un de tes podcast où tu en parlais, où tu mettais aussi des blocs de travail de temps personnel, des réserves de temps et tout ça. Donc, pareil, les mêmes méthodes pour être hyper productive sur tout ce que je fais parce que je me sature pas l'esprit en fait à me demander par quoi je commence, etc. Je le fais une fois par semaine ou selon la fréquence qui convient. Et puis après, ça se déroule.
Oui, alors ça, la planification, je disais tout à l'heure, j'en parle souvent. Étant une adepte de la méthode GTD, évidemment, la planification, ça revient aussi souvent. Et les revues pour pouvoir dire quand est-ce qu'on fait quoi, comment ça avance, est-ce qu'on repousse, on avance, etc. Donc, on a eu déjà cette discussion avec Delphine, toutes les deux, on est un petit peu accro à notre planning. Et de façon complètement en plus contre-intuitive, il y a plein de gens qui sont persuadés que quand on est très organisé, on est très rigide. Et moi, je prône le fait que plus on est organisé et plus on sait planifier, plus on est flexible. C'est complètement l'inverse. Hein. Puis on est complètement aligné, Priscille, ça c'est Exactement. clair. Et quand je parlais dans un précédent interview avec Pierre de remplir son agenda avec du temps libre, c'est exactement ça, c'est de pouvoir planifier et de savoir qu'en fonction des gens avec lesquels on travaille et de la façon dont ils travaillent, ils vont être plus ou moins à être toujours à la dernière minute, etc. Et ça, on peut le prévoir, on peut même le planifier de façon à être flexible. Voilà, donc ça, c'est tout un programme. Et moi, je suis passionnée. Bref, un autre sujet ensemble, c'est clair. Et puis alors, dernière petite question, un mantra, un proverbe, quelque chose qui t'accompagne. Alors, j'en ai deux, on dira. Deux phrases que je répète très, très souvent, en fait. La première, c'est « tout est question de priorité ». Avec l'idée que tout ce qui est fait n'est plus à faire. En fait, je suis énormément to-do list, hein, ça va avec le planning de toute manière. et je commence toujours par le plus désagréable parce que c'est ce qui va me polluer l'esprit et tout. Et de toute manière, il faudra que je le fasse. Donc, je commence par ça et après, comme ça me libère énormément l'esprit. Et j'arrive à mieux traiter toutes mes priorités les unes après les autres. Il y avait une phrase de Sénèque que j'aimais beaucoup qui est en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Voilà. Exactement ce que j'allais dire. Oui. Elle est bien connue celle-ci. Elle est très connue, mais c'est vrai qu'elle illustre bien ça. Donc, j'essaie de ne pas trop procrastiner et bien gérer mes priorités. Et la deuxième phrase qui m'accompagne très souvent, c'est dans la tête. Ça, je le dis très souvent, alors qui est plus connue sous la forme quand on veut, on peut. Mais bon, c'est pas celle-ci que je répète. Moi, c'est dans la tête. Parce que je suis persuadée, en fait, que en travaillant ses pensées et la façon dont on aborde des choses, on peut faire plein de choses. Tu vois, quand je suis partie au Canada pendant 2 ans, évidemment que j'avais plein de peur avant de partir. En plus, je pars en famille, je pars professionnellement, un poste intéressant et tout. Donc, il y a la barrière de la langue, il y a plein de choses. Et en fait, en se mentalisant, en travaillant vraiment ses pensées, on arrive à aller au-delà de sa zone de confort, à se challenger. Et voilà, donc je pense qu'en effet, tu vois, quand je commence à avoir trop de peur ou quoi, je me dis, allez, c'est dans la tête, tu respires, tu réfléchis à quels sont les enjeux, ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, et puis ça prend un peu de temps, mais ça se fait comme ça. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que là, les pensées, souvent, c'est nos premières barrières, en fait. Hein. On est entouré d'images, de barrières qu'on n'a que dans notre tête. Voilà. Elles ne sont pas du tout autour de nous, elles sont juste à l'intérieur de nous, entre nos deux oreilles. Et c'est ce qui nous coince très, très, très souvent. Donc, très, très belle phrase. Merci beaucoup, Delphine, de ce partage extrêmement intéressant. Et je pense que les auditeurs vont aussi apprécier ce moment. Donc, on te retrouve sur LinkedIn essentiellement. Oui, et puis sur mon site aussi, supproject.com, sup-project.com. Très bien, on mettra les liens dans les notes de l'épisode, comme ça tout le monde pourra te retrouver avec ton lien aussi, ton profil LinkedIn. Oui. Et puis les liens vers la vidéo, tout ça, ça va être... je vais magnifique. Tout te redonner et tu pourras en faire bénéficier tes auditeurs. Ça va être magnifique. Eh bien, écoute, merci mille fois Delphine de cet échange. Merci à toi, Priscille.
C'est un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui me tient tant à cœur et que je vois partagé par toi aussi. Oui, tout à fait. Non, très belle expérience. Bravo encore pour ce que tu fais de façon bénévole pour ces petits étudiants, ces petits écoliers. Et en espérant effectivement que ça fasse de très nombreuses émules partout en France et ailleurs, parce que c'est tellement important de pouvoir gérer sa vie de façon simple, en se libérant l'esprit avec 2-3 petites méthodes qui sont pas très très complexes à mettre en place. Et c'est plutôt une gymnastique d'esprit en fait à adopter. Et plus on l'apprend de bonne heure, c'est comme les langues étrangères à mon avis, plus on l'apprend de bonne heure et plus il y a de chances qu'on puisse l'utiliser longtemps et avec beaucoup de succès. Merci Delphine. Merci à toi Priscille. Et puis merci à vous chers auditeurs. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Productive You. Bye bye.